Le vigile me regardait par l'interphone avec une expression de pitié. De l'autre côté du portail électronique, mon ex-mari suppliait comme un mendiant. « Valentine, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai nulle part où aller. » 3 mois auparavant, j'avais entendu Henri dire au téléphone, « Elle ne supportera pas le divorce. Valentine est trop faible, elle va supplier pour que je revienne. » Maintenant, c'était lui qui suppliait. « Madame Legrand, dit le vigile, dois-je le laisser entrer ?» J'observais à travers la caméra de sécurité. Henri était trempé par la pluie parisienne, ses cheveux grisonnants collés au visage. À côté de lui, une femme blonde pleurait de façon incontrôlable, Chloé, la maîtresse de 29 ans qu'il pensait que je ne découvrirais jamais. « Non, répondis-je calmement, en ajustant mon peignoir de soie. Dites-lui que la propriété est maintenant à moi. Entièrement à moi. 3 mois auparavant, j'étais l'épouse soumise qui l'humiliait devant nos enfants. La femme qui l'obligeait à faire des choses qui me détruisaient de l'intérieur. L'idiote qu'il trompait effrontément, dépensant notre argent avec cette fille. Aujourd'hui, il était sous la pluie, sans toit, avec des dettes que j'avais soigneusement orchestrées, tandis que j'étais dans le confort de la mansion qu'il aimait tant, et qui était maintenant uniquement à moi. « Valentine, cria-t-il par l'interphone. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton mari. Tu l'étais, murmurai-je, en coupant l'interphone. L'ironie était délicieuse. Pendant des années, Henri m'avait dit que j'étais faible, que je n'arriverais jamais à vivre sans lui. Que j'étais une femme ordinaire, sans valeur, qui devrait être reconnaissante d'avoir un homme comme lui. Mais il se trompait. Très gravement. Tout avait commencé ce matin de juillet, quand j'étais revenu plus tôt de mon exposition d'art dans le Marais. Je prévoyais faire une surprise à Henri, qui avait dit être malade. J'avais trouvé des vêtements féminins éparpillés dans notre chambre, l'odeur d'un parfum bon marché dans l'air, et des sons venant de la salle de bain qui m'avaient fait comprendre que mon mariage de 32 ans était une farce. Mais ce n'était pas cela qui m'avait brisé. C'était ce que j'avais entendu après. Henri était au téléphone dans le bureau, parlant avec quelqu'un, probablement avec Chloé, et ses paroles m'avaient glacé. Elle ne se rend même pas compte que j'utilise l'argent de l'entreprise pour nos rendez-vous. Valentine est si naïve, elle vit dans le monde des peintures et des pinceaux. Quand je demanderai le divorce, elle restera avec les miettes et elle me remerciera encore d'être restée avec elle toutes ces années. Il avait ri. Un rire cruel qui avait résonné dans toute la maison. Imagine, une femme de 58 ans, sans expérience de vie, sans ambition, elle va supplier pour que je ne parte pas. Mais alors il sera trop tard. Je vais garder tout, l'entreprise, les propriétés, les comptes. Elle est trop stupide pour comprendre les affaires. À ce moment-là, quelque chose en moi était mort. Mais quelque chose de beaucoup plus fort était né. Pendant des semaines, j'avais fait semblant de ne rien savoir. J'avais continué à être l'épouse parfaite, préparant ses dîners favoris, souriant quand il rentrait tard, du travail, acquiesçant quand il me traitait comme une domestique devant nos enfants, Lucas et Amélie. Mais pendant mes matinées libres, tandis qu'Henri pensait que je peignais dans l'atelier, j'étais en réalité en train de planifier sa destruction. D'abord, j'avais cherché Maître Dubois, le meilleur avocat de divorce de Paris. Un homme qu'Henri méprisait, l'appelant « le petit chien des femmes riches ». Parfait. Madame Legrand, m'avait-il dit lors de notre première réunion confidentielle, « Monsieur votre mari a commis une erreur grave. Il ne sait pas que vous avez procuration pour toutes les affaires de l'entreprise familiale, n'est-ce pas ?» J'avais souri pour la première fois en moi. Il a oublié qu'il m'avait donné cette procuration quand il a voyagé aux États-Unis il y a 2 ans. Il avait dit que j'étais trop insignifiante pour en faire mauvais usage. Alors il ne sait pas que vous pouvez prendre des décisions financières importantes? Il n'en a aucune idée. Tandis qu'Henri dépensait notre argent avec Chloé, hôtel cher, bijoux, même un appartement qu'il avait loué pour elle dans le 7e arrondissement, j'étais systématiquement en train de transférer nos actifs vers des comptes qu'il ne connaissait pas. L'entreprise Legrand et Associés, qu'il pensait contrôler?
J'étais officiellement la propriétaire majoritaire, grâce à la procuration qu'il m'avait donnée par paresse de s'occuper de la paperasse. Les propriétés qui étaient à nos deux noms? Je les avais transférées vers une holding que j'avais créée, où j'étais la seule bénéficiaire. Les comptes bancaires qu'il pensait que je ne savais même pas qu'ils existaient? Vides. Mais le meilleur de tout avait été les dettes que j'avais soigneusement mises à son nom. Des emprunts qu'il avait signés sans lire, pensant que c'était pour l'expansion des affaires. Des investissements risqués que je savais qui échoueraient. Le plus fascinant était de voir à quel point Henri était aveuglé par son arrogance. Il était tellement convaincu de ma stupidité qu'il signait tous les documents que je mettais devant lui. Des détails administratifs ennuyeux, disait-il toujours, « Occupe-toi de ça, Valentine. Tu es bonne pour ces petites choses. » Ces petites choses étaient en train de le détruire méthodiquement. J'avais même réussi à convaincre Henri d'investir dans une entreprise que je savais être au bord de la faillite. C'est une opportunité fantastique, lui avais-je dit, en lui montrant de faux rapports que j'avais soigneusement préparés. Tu as toujours dit que j'avais un bon œil pour les investissements. Il avait ri, condescendant comme toujours. Toi, Valentine, tu ne comprends rien aux affaires. Mais si tu penses que c'est bon. Il avait signé, investissant 200 000 € de son argent personnel. Cette entreprise avait fait faillite 2 semaines plus tard. Quand j'avais finalement confronté Henri, la veille de notre 32e anniversaire de mariage, il avait réagi exactement comme je l'avais prévu. Tu es devenue folle, Valentine? Tu es une femme ordinaire, sans capacité pour ces choses. Tu as besoin de moi. Besoin, avais-je demandé, en posant les papiers du divorce sur la table à manger. Henri, tu ne t'es pas encore rendu compte? Tu n'as plus rien. Absolument rien. Il avait ri, ce rire arrogant que je connaissais si bien. Tu délires. J'ai l'entreprise, les propriétés, les comptes. Non, l'avais-je interrompu calmement. Tu as des dettes. Beaucoup de dettes. C'était à ce moment-là que j'avais vu la peur dans ses yeux pour la première fois en 3 décennies. Qu'est-ce que tu as fait? Avait-il murmuré. J'ai appris à jouer ton jeu, Henri. Et j'ai découvert que j'y suis beaucoup meilleur que tu ne l'imaginais. Dans les jours qui avaient suivi, la réalité avait frappé Henri comme une avalanche. L'appartement qu'il avait loué pour Chloé? Annulé pour défaut de paiement. Les cartes de crédit qu'il utilisait pour l'impressionner? Bloquées. L'entreprise qu'il pensait diriger? Il avait découvert qu'il n'était qu'un employé. Et aujourd'hui, 3 mois plus tard, il était sous la pluie, suppliant pour entrer dans la maison qui était maintenant à moi. Je me suis servi un verre de Bordeaux, le vin très cher qu'il gardait pour les occasions spéciales, et j'ai observé par la fenêtre. Henri et Chloé étaient en train de se disputer au milieu de la rue. Elle criait quelque chose à propos de lui qui avait menti sur sa situation financière. Il gesticulait désespérément, essayant d'expliquer. Mon téléphone a sonné. C'était Amélie, ma fille. Maman, ça va? Je vais très bien, ma chérie. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. J'ai appris que papa est, enfin, que vous avez divorcé officiellement aujourd'hui. Oui. Et tu sais ce qui est drôle? Il a passé des années à me dire que j'étais faible, que je n'arriverais pas à vivre sans lui. Que je devrais être reconnaissante d'avoir un homme comme lui. Amélie est restée silencieuse un moment. Maman, je veux que tu saches. Lucas et moi avons toujours su comment il te traitait. Ça nous a toujours dérangés, mais nous ne savions pas comment t'aider. Vous m'avez aidé en étant mes enfants merveilleux. Et maintenant vous pouvez voir que votre mère n'est pas si faible que vous le pensiez. Après avoir raccroché, je suis retournée à la fenêtre. Henri et Chloé étaient partis. Probablement en cherchant quelque hôtel bon marché qu'ils pourraient se permettre, s'ils avaient de l'argent pour ça. Demain, je commencerai ma nouvelle vie. À 58 ans, j'étais une femme libre, financièrement indépendante, et pour la première fois en décennies, vraiment heureuse. Mais d'abord, j'avais un appel à passer. Allô,
Philippe, dis-je au téléphone, en souriant. Philippe était un homme que j'avais rencontré à mon exposition d'art, un architecte veuf de 62 ans, gentil et respectueux. Tout ce qu'Henri n'avait jamais été. Valentine. Quelle bonne surprise. Philippe, tu te souviens quand tu as dit que tu adorerais m'emmener dîner quand je serais disponible? Bien sûr. Pourquoi? Eh bien, maintenant je le suis. Complètement disponible. Vous voulez savoir comment j'ai réussi à retourner le jeu contre un homme qui m'a humilié pendant des années? Comment j'ai transformé son arrogance en ma plus grande arme? Et ce qui s'est passé quand il a découvert que l'épouse faible qu'il méprisait tant était en réalité plus intelligente qu'il ne l'avait jamais imaginé? Restez jusqu'à la fin, car la douce vengeance que j'ai préparée va vous surprendre. L'homme qui m'a appelée insignifiante est sur le point de découvrir le vrai sens de ce mot. Ce qu'Henri ne savait pas, c'est que j'avais beaucoup appris pendant toutes ces années en observant ses affaires. Tandis qu'il pensait que je jouais à la peintre, j'étais en réalité en train d'absorber chaque conversation téléphonique, chaque réunion qu'il faisait à la maison, chaque document qu'il laissait traîner. Il m'avait complètement sous-estimé. Et ce fut sa ruine. Le lendemain de notre confrontation, Henri avait essayé de renverser la situation. Il était arrivé à la maison, qu'il pensait encore être la sienne, avec une posture que je connaissais bien, celle de l'homme qui a l'habitude d'avoir le contrôle sur tout. Valentine, nous devons parler comme des adultes, dit-il, en s'asseyant dans le fauteuil qui avait toujours été le sien. Tu es dramatique. Tous les mariages passent par des phases difficiles. J'étais sur le canapé, feuilletant calmement un magazine d'art. Je n'ai pas levé les yeux. Des phases difficiles, répétai-je. C'est comme ça que tu appelles 32 ans de manque de respect? Tu exagères. Je t'ai toujours bien traité. J'ai finalement levé les yeux vers lui. Henri avait l'apparence confiante de toujours, mais je percevais une nervosité dans ses yeux. Il n'avait pas encore complètement compris la situation. Henri, tu te souviens de ce que tu m'as dit pendant notre lune de miel? Il fronça les sourcils, ne s'attendant clairement pas à cette question. Tu as dit que j'étais la femme la plus intelligente que tu connaissais. Que tu admirais ma force. Que tu voulais construire un empire à mes côtés. Et nous l'avons construit, dit-il, en gesticulant. L'entreprise? L'entreprise qui est maintenant à moi, l'interrompis-je doucement. C'est alors que j'ai vu le premier signe de panique réel dans ses yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis levé et suis allé au bureau, revenant avec un dossier de documents. Tu sais, Henri, pendant toutes ces années où tu m'as appelée naïve et insignifiante, j'étais en train d'apprendre. Apprendre sur nos affaires, sur nos finances, sur les lois. J'ai ouvert le dossier et étalé les documents sur la table basse. Tu te souviens de cette procuration que tu m'as donnée il y a 2 ans? Quand tu as dit que j'étais trop inoffensive pour causer le moindre problème? Henri prit le document, ses yeux parcourant rapidement les lignes. C'était juste pour les urgences. Les urgences, répétai-je, en souriant. Comme l'urgence de découvrir que mon mari volait de l'argent de notre entreprise pour entretenir une maîtresse? Je n'ai jamais volé. Chloé n'est pas une dépense commerciale légitime, Henri. Cet appartement que tu as loué pour elle? Les cadeaux? Les voyages? Tout cela est sorti de la caisse de l'entreprise. J'ai vu le moment exact où il a compris la gravité de la situation. Tu ne peux pas avoir fait ça. J'ai fait exactement ce que tu m'as enseigné pendant toutes ces années, j'ai protégé mes intérêts. J'ai pris un autre document. Ceci est le transfert de propriété de notre maison. Elle est maintenant exclusivement à mon nom. Un autre document. Ceci est la documentation de la holding que j'ai créée. Toutes nos propriétés sont maintenant sous mon contrôle. Et un autre. Et ceci est le rapport financier qui montre ta situation actuelle. Tu dois approximativement 340 000 € en emprunt que tu as signé sans lire. Henri était pâle. Ses mains tremblaient en feuilletant les papiers. Tu ne peux pas avoir fait ça, répéta-t-il, mais sa voix était sans force. Je l'ai fait.
Et tu sais pourquoi? Parce que tu m'as enseigné qu'en affaires, tu dois toujours avoir une longueur d'avance. Tu m'as enseigné que les sentiments ne doivent pas interférer avec les décisions financières. Tu m'as enseigné que le plus intelligent gagne toujours. Je me suis levé et suis allé à la fenêtre, observant le jardin que j'avais soigné avec tant d'amour pendant toutes ces années. La différence, c'est que tu n'as jamais imaginé que je pourrais être plus intelligente que toi. Valentine? Commença-t-il, mais sa voix défaillit. Tu veux savoir ce qui me fait le plus mal, Henri? Ce n'est même pas la trahison. C'est le manque de respect. Pendant des années, tu m'as humiliée devant nos enfants. Tu m'as fait me sentir petite, insignifiante. Tu m'as obligée à faire des choses que je ne voulais pas juste pour prouver que tu avais encore du pouvoir sur moi. Je me suis retournée pour le regarder en face. Tu te souviens de la dernière fois que tu m'as obligée à annuler mon exposition d'art pour aller à cette réunion ennuyeuse avec tes amis? Tu as dit que mon art était un passe-temps mignon pour me garder occupée, point. Henri baissa les yeux. Eh bien, mon passe-temps mignon m'a enseigné beaucoup sur la patience, la planification et l'attention aux détails. Des compétences que j'ai utilisées pour planifier ta chute. À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était Chloé. Réponds, dit Henri, désespéré. Elle doit savoir que... Que quoi, demandai-je, sans répondre au téléphone. Que tu lui as menti sur ta situation financière? Que tu as promis une vie de luxe que tu ne pourrais jamais donner? Qu'elle s'impliquait avec un homme ruiné? Le téléphone s'arrêta de sonner et recommença immédiatement. Elle a découvert, n'est-ce pas, demandai-je, observant le désespoir croissant sur le visage d'Henri. Elle a découvert que l'appartement avait été annulé? Que les cartes de crédit avaient été bloquées? Henri ne répondit pas, mais son expression me dit tout. Tu sais ce qui est ironique, Henri? Tu m'as toujours dit que j'étais trop dépendante, que je n'arriverais pas à vivre sans toi. Mais regarde-nous maintenant. Je suis ici, dans ma maison, financièrement indépendante et en paix. Et toi? Tu es désespéré, sans argent, sur le point de perdre même la femme pour laquelle tu as détruit notre mariage. Je me suis levée et ai marché vers la porte. Tu as 1 heure pour prendre tes affaires personnelles. Après ça, je ne veux plus te voir ici. Valentine, s'il te plaît. Non, dis-je fermement. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que j'étais trop insignifiante pour mériter ton respect. Maintenant vis avec les conséquences. Je suis sortie de la pièce, laissant Henri seul avec les documents qui scellaient son destin. Mais ce qu'Henri ne savait pas, c'est que j'avais préparé bien plus que ce qu'il pouvait imaginer. Pendant qu'il pensait que je passais mes matinées à peindre dans l'atelier, j'étais en réalité en train de tisser un réseau complexe de protection légale et financière. J'avais consulté non seulement Maître Dubois, mais aussi 3 autres avocats spécialisés dans différents domaines. Un expert en droit des sociétés, un autre en fiscalité, et un 3e en droit immobilier. Chacun d'eux avait une pièce du puzzle, et aucun ne connaissait l'ensemble de ma stratégie. L'expert en droit des sociétés m'avait aidé à restructurer l'entreprise de façon à ce qu'Henri devienne techniquement un employé de sa propre compagnie. L'avocat fiscaliste avait identifié toutes les dépenses personnelles qu'Henri avait fait passer en frais professionnels, une liste impressionnante qui incluait non seulement ses escapades avec Chloé, mais aussi des achats personnels qu'il faisait depuis des années. Le spécialiste en immobilier avait trouvé des failles dans la façon dont nos propriétés étaient enregistrées, me permettant de les transférer légalement vers ma holding personnelle. Mais le plus brillant de ma stratégie avait été d'utiliser l'ego d'Henri contre lui-même. Chaque fois qu'il me disait que j'étais trop stupide pour comprendre les affaires, je hochais la tête et lui demandais de m'expliquer. Il était si flatté de pouvoir étaler ses connaissances qu'il me révélait involontairement tous ses secrets commerciaux, ses contacts, ses stratégies. J'avais même réussi à obtenir les codes d'accès de tous ses comptes bancaires. Comment? En lui demandant innocemment de m'aider à configurer ma propre banque en ligne. Je suis si nulle avec la technologie, lui avais-je dit. Peux-tu me montrer comment faire? Il avait été si condescendant, si fier de son expertise,
qu'il avait tapé ses propres codes devant moi en guise d'exemple. 1 heure plus tard, j'entendis la porte d'entrée se fermer. Par la fenêtre, je vis Henri mettant 2 valises dans la voiture. Chloé était sur le siège passager, visiblement contrariée. Avant d'entrer dans la voiture, Henri regarda la maison une dernière fois. Nos yeux se croisèrent à travers la fenêtre, et pendant un moment, je vis l'homme que j'avais aimé autrefois. Jeune, ambitieux, plein de rêves que nous voulions réaliser ensemble. Mais cet homme était mort il y a longtemps, remplacé par quelqu'un qui me voyait comme un obstacle, comme quelque chose à tolérer. Ils partirent, et je m'assis sur le canapé, dans le silence de la maison qui était maintenant vraiment à moi. Mon téléphone sonna. C'était Philippe. « Valentine, comment te sens-tu ? » « Libre, répondis-je sans hésiter. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Tu aimerais dîner avec moi ce soir ? Je connais un petit restaurant dans le Marais qui sert le meilleur coq au vin de Paris. Je souris, sentant une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. J'adorerais, Philippe. Mais j'ai une confession, je n'ai pas dîné dehors depuis des années. Henri disait toujours que je ne savais pas me comporter dans les restaurants élégants. Alors ce sera notre première aventure ensemble, dit Philippe, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Découvrir que tu es beaucoup plus sophistiqué que quiconque ne l'imagine. Ce soir-là, je me suis habillée avec un soin que je n'avais pas eu depuis des années. J'ai choisi une robe bleu marine que j'avais achetée mais jamais portée parce qu'Henri avait dit qu'elle me faisait paraître trop vieille. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme élégante, confiante, libre. Le dîner avec Philippe fut une révélation. Il m'écoutait vraiment, posait des questions sur mon art, sur mes rêves. Quand j'ai parlé de mon exposition dans le Marais, ses yeux ont brillé d'un intérêt sincère. « Tu dois être très talentueuse, dit-il. J'aimerais beaucoup voir ton travail. » Henri disait toujours que mon art était amateur, admis-je. Henri avait tort sur beaucoup de choses, d'après ce que tu me racontes. À la fin de la soirée, quand Philippe me ramena à la maison, il prit ma main gentiment. « Valentine, puis-je dire quelque chose ? » ?»« Bien sûr. Tu es une femme extraordinaire. Forte, intelligente, talentueuse. N'importe quel homme serait chanceux de t'avoir à ses côtés. » Je sentis des larmes dans mes yeux, mais c'étaient des larmes de bonheur, pas de tristesse. « Merci, Philippe. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu ça. »« Alors tu vas l'entendre beaucoup plus, dit-il, en baisant ma main. Si tu me le permets. » Cette nuit-là, couché dans le lit qui était maintenant uniquement le mien, je réfléchis aux derniers mois. La douleur de la trahison était encore là, mais elle était remplacée par quelque chose de beaucoup plus puissant, la conscience de ma propre valeur. Henri avait essayé de me convaincre que j'étais faible, dépendante, insignifiante. Mais j'avais prouvé, à moi-même et au monde, que j'étais exactement le contraire. J'étais assez forte pour survivre à la trahison. Assez intelligente pour surpasser l'homme qui m'avait sous-estimée. Et assez courageuse pour reconstruire ma vie à 58 ans. Je me suis endormie avec un sourire sur le visage, sachant que le meilleur de ma vie était encore à venir. Mais dans les jours qui suivirent, je découvris que ma victoire sur Henri n'était que le début. Car il y avait d'autres personnes dans sa vie qui méritaient d'apprendre quelques leçons sur le respect et les conséquences. 2 semaines plus tard, la réalité de la situation d'Henri devint encore plus dramatique. Chloé l'avait quitté quand elle avait découvert qu'il n'était pas seulement ruiné, mais aussi en train de faire face à des poursuites judiciaires pour détournement de fonds. J'ai appris cela par Lucas, notre fils, qui m'appela inquiet. « Maman, papa m'a contacté. Il va très mal. Il dit que tu as ruiné sa vie. »« Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» demandai-je, continuant à peindre dans mon atelier. C'était une toile nouvelle, vibrante, pleine de couleurs chaudes. Différente des peintures mélancoliques que je faisais quand j'étais mariée. Je lui ai dit qu'il avait ruiné sa propre vie quand il a décidé de te tromper et de te manquer de respect. Je souris, fière de mon fils. Il demande de l'argent emprunté ? Oui.
Il dit qu'il a besoin de 50 000 € pour payer les dettes les plus urgentes. Que les avocats menacent de le poursuivre. Et tu vas lui prêter? Non, maman. Amélie et moi avons parlé. Nous te soutenons complètement. Cet appel me fit réaliser qu'Henri n'avait pas encore compris l'étendue de sa situation. Il pensait qu'il pourrait manipuler les enfants, comme il l'avait toujours fait avec moi. Mais nos enfants avaient grandi. Ils avaient vu comment le père traitait la mère pendant des années et avaient finalement l'opportunité de prendre position. Ce qui me surprit le plus, c'est que j'appris par Lucas qu'Henri avait aussi contacté mes parents. À 85 et 82 ans, mes parents vivaient paisiblement dans leur maison de retraite à Lyon. Henri avait eu l'audace de leur rendre visite, essayant de les convaincre que j'étais devenu instable et que j'avais détruit la famille. Grand-mère m'a raconté, dit Lucas lors de notre conversation. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu papa si désespéré. Il pleurait, suppliant qu'elle te convainque de reprendre les choses. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit qu'elle avait attendu 32 ans que tu te réveilles et que tu réalises ta valeur. Qu'elle était fière de toi. Mes yeux se remplirent de larmes. Mes parents avaient toujours vu à travers Henri, mais ils avaient respecté mon choix et ne s'étaient jamais interférés. Quelques jours plus tard, je reçus un appel inattendu de Sylvie, la sœur d'Henri. Elle et moi avions eu une relation cordiale pendant toutes ces années, mais nous n'étions jamais devenus vraiment proches. Valentine, nous devons parler, dit-elle, sa voix tendue. À propos de quoi, Sylvie? À propos de ce que tu as fait à mon frère. Je souris. Henri avait fait jouer ses cartes familiales. Et qu'est-ce que j'ai fait exactement? Tu l'as détruit. Il m'a raconté tout. Tu as pris tout son argent, sa maison, son entreprise. Son argent, l'interrompis-je calmement. Sylvie, savais-tu qu'Henri utilisait l'argent de notre entreprise familiale pour entretenir sa maîtresse? Que pendant que je croyais qu'il travaillait, il dépensait nos économies dans des hôtels de luxe avec une fille de l'âge de notre fille? Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Henri m'a dit que vous aviez des problèmes, mais qu'il essayait de sauver le mariage. En couchant avec une autre femme? Valentine, peut-être que vous pourriez aller en thérapie de couple? Je ris. Un rire incrédule. Sylvie, ton frère m'a humiliée pendant des années. Il m'a traitée comme une domestique devant nos enfants. Il m'a obligée à faire des choses que je ne voulais pas. Et quand j'ai découvert sa trahison, j'ai entendu qu'il se moquait de moi au téléphone, disant que j'étais trop stupide pour comprendre ce qui se passait. Mais Valentine... Non, Sylvie. Il n'y a pas de « mais ». Ton frère a fait ses choix. Maintenant il vit avec les conséquences. Après avoir raccroché, je réalisais qu'Henri était en train de manipuler tous les gens autour de lui, essayant de créer une pression sociale pour que je cède. C'était exactement le genre de comportement que j'avais supporté pendant des décennies. Le lendemain matin, Henri apparut à ma porte. Il était visiblement différent, vêtements froissés, barbe non rasée, yeux rouges. L'homme orgueilleux et arrogant que je connaissais avait disparu. « Valentine, nous devons parler, dit-il à travers l'interphone. Nous n'avons plus rien à nous dire, Henri. S'il te plaît. 5 minutes. » Contre mon meilleur jugement, j'ouvris le portail. Henri entra et s'assit dans le salon, regardant autour de la maison comme si c'était la première fois. « Tu as redécoré, observa-t-il. J'ai enlevé toutes les choses qui me rappelaient toi. » Il grimaça, comme s'il avait reçu une gifle. « Valentine, j'ai commis des erreurs. » « Des erreurs, répétai-je, incrédule. »« Henri, tu m'as trompé, humilié, manqué de respect pendant des années. Tu appelles ça des erreurs? » J'étais en train de passer par une crise de la quarantaine. Tu sais comment c'est? Non, Henri. Je ne sais pas comment c'est. Je ne t'ai jamais trompé. Je ne t'ai jamais humilié. Je ne t'ai jamais fait te sentir insignifiant. Il baissa la tête. Tu as raison. Je ne mérite pas ton pardon.
Mais j'ai besoin de ton aide. De l'aide? Chloé m'a quitté. Elle a pris tout, le peu que j'avais réussi à garder. Je suis sans argent, sans maison. Les avocats me menacent. J'observais l'homme que j'avais pensé être l'amour de ma vie autrefois. Maintenant il semblait petit, pathétique. Et tu veux que je fasse quoi? Tu pourrais me prêter de l'argent? Juste jusqu'à ce que j'arrive à me relever? Je ris. Je ne puis m'empêcher. Tu me demandes de l'argent? Après tout ce que tu as fait? Tu es la seule personne qui peut m'aider. Non, dis-je fermement. Tu m'as dit que j'étais trop faible pour supporter le divorce. Que je supplierais pour que tu reviennes. Eh bien, où est ta force maintenant? Henri commença à pleurer. Voir cet homme qui m'avait terrorisé pendant des années en larmes était surréel. Valentine, j'avais tort. Surtout. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu es intelligente, talentueuse, incroyable. J'ai été un idiot. Oui, tu l'as été. Tu pourrais me pardonner? Peut-être qu'on pourrait essayer encore? Je le regardais pendant un long moment. Henri, crois-tu vraiment qu'après tout ce que tu as fait, je reviendrai avec toi? Nous avons été heureux autrefois. Nous l'avons été. Il y a longtemps. Mais cet homme que j'aimais est mort il y a des années. Tu l'as tué quand tu as décidé que je ne méritais pas le respect. Je me levai et allai à la fenêtre. Tu sais ce qui est drôle? Tu as toujours dit que j'étais trop dépendante. Que je n'arriverais pas à vivre sans toi. Mais regarde-nous maintenant. Je prospère, et tu supplies. J'ai besoin de toi, Valentine. Maintenant tu as besoin de moi. Quand j'avais besoin de ton amour, de ton respect, de ta fidélité, tu m'as donné l'humiliation et la trahison. Je me retournai pour le regarder en face. Tu veux savoir ce qui m'a donné la force de faire tout ça? Ce n'était pas la colère. C'était la réalisation que je méritais mieux. Que je méritais d'être traité avec dignité. Tu le mérites, dit-il, sanglotant. Tu l'as toujours mérité. Oui, je le méritais. Et maintenant je l'ai. Je marchai vers la porte. Tu peux rester cette nuit dans la chambre d'amis. Demain, je veux que tu partes et que tu ne reviennes jamais. Henri acquiesça, vaincu. Mais ce qu'Henri ne savait pas, c'est que ce n'était que le début de ses problèmes. Pendant qu'il était assis dans mon salon, suppliant pour de l'aide, les autorités fiscales étaient en train de finaliser leur enquête sur ses activités financières. J'avais soigneusement documenté chaque dépense personnelle qu'il avait fait passer en frais d'entreprise, chaque voyage avec Chloé qu'il avait déclaré comme « voyage d'affaires », chaque cadeau qu'il lui avait acheté avec l'argent de la société. Le rapport que j'avais soumis aux autorités était exhaustif. 32 pages de preuves, avec des copies de factures, des relevés bancaires, des photos qu'il avait bêtement postées sur ses réseaux sociaux montrant ses escapades luxueuses avec sa maîtresse. Ce soir-là, je préparais le dîner pour deux pour la première fois en mois. Mais pas pour Henri, pour Philippe, qui était devenu une présence constante et merveilleuse dans ma vie. « Comment te sens-tu » demanda Philippe, en servant le vin. « Étrangement en paix » répondis-je. Voir Henri aujourd'hui m'a fait réaliser que j'ai vraiment surmonté tout ça. Tu ne ressens pas de pitié pour lui? Si. Mais la pitié n'est pas suffisante pour pardonner des années d'abus émotionnels. Philippe prit ma main. Tu es incroyable, Valentine. Ta force m'inspire. Je ne me sentais pas forte jusqu'à récemment. Mais tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin de le découvrir. Pendant le dîner, Philippe me parla de ses propres expériences avec le divorce. Il avait été marié pendant 25 ans avant de perdre sa femme dans un accident de voiture. J'ai pensé que je ne pourrais jamais aimer quelqu'un d'autre, admit-il. Mais avec toi, je me sens vivant d'une manière différente. Tu me fais voir la vie avec des yeux nouveaux. Comment ça? Tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que l'âge n'est qu'un nombre quand on trouve la bonne personne.
Cette conversation me fit réaliser à quel point j'avais changé. Il y a 1 an, j'aurais eu peur de commencer une nouvelle relation à mon âge. Maintenant, je me sentais confiante, désirable, digne d'amour. Philippe, dis-je, prenant sa main. Merci de m'avoir montré que je mérite d'être aimée. Tu mérites tout l'amour du monde, Valentine. Le lendemain matin, je trouvai un mot sur la table de la cuisine. Henri était parti tôt. Valentine, merci pour la gentillesse de m'avoir laissé passer une nuit. Tu as toujours été meilleure que ce que je méritais. Je vais essayer de reconstruire ma vie sans te déranger à nouveau. Je m'excuse pour tout. Henri. Je gardai le mot et ne le revis plus jamais. Mais 2 semaines plus tard, Lucas m'appela avec des nouvelles. Maman, papa a été arrêté. Arrêté? Pour fraude fiscale et détournement de fonds. Apparemment, l'enquête durait depuis des mois. Je fermai les yeux, sentant un mélange de tristesse et de soulagement. Comment ça va? Il est en détention préventive. Son avocat dit que le procès aura lieu dans 6 mois. Et Chloé? Elle le poursuit aussi. Apparemment, elle affirme qu'il lui avait promis qu'il divorcerait et l'épouserait. Qu'il lui avait menti sur sa situation financière. Cette ironie n'était pas perdue pour moi. Henri avait manipulé et menti à tout le monde dans sa vie, et maintenant tout le monde se retournait contre lui. Comment te sens-tu par rapport à tout ça? Demanda Lucas. Triste pour lui, mais pas responsable. Il a fait ses choix. Amélie et moi voulons que tu saches que nous sommes fiers de toi. Tu nous as appris qu'il est possible de recommencer à tout âge. Cette soirée-là, assise dans mon jardin avec Philippe, je réfléchis sur les événements des derniers mois. La transformation avait été radicale, non seulement dans ma situation financière et juridique, mais dans ma perception de moi-même. Tu regrettes quelque chose? Demanda Philippe, observant mon expression pensive. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour me défendre. Mais non, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Et Henri? Henri était un chapitre de ma vie. Un long chapitre, il est vrai, mais maintenant il est fermé. Je regarde vers l'avenir. Philippe sourit et m'embrassa doucement. Alors regardons cet avenir ensemble. Dans les semaines qui suivirent, ma nouvelle vie prit forme de façon encore plus concrète. Mon exposition d'art avait été un tel succès que je recevais des commandes privées. Des collectionneurs parisiens voulaient mes œuvres. Des galeries m'invitaient à exposer. Plus important encore, j'avais renoué avec des parties de moi-même que j'avais perdues pendant mon mariage. Je me suis inscrite à des cours de danse, j'ai rejoint un club de lecture, j'ai commencé à voyager avec Philippe. Chaque nouvelle expérience me confirmait que ma vie avec Henri n'avait été qu'une version diminuée de ce que je pouvais être. Un jour, en visitant une galerie avec Philippe, je tombai sur une connaissance d'Henri, François, un homme d'affaires qui avait toujours été condescendant avec moi lors des soirées d'entreprise. « Valentine, dit-il, manifestement surpris. Comment ça va ?»« Très bien, François. Jamais mieux. » Il regarda Philippe, puis moi, clairement confus par ma transformation. J'étais élégamment habillée, confiante, rayonnante. J'ai entendu parler d'Henri. C'est terrible. Oui, c'est triste, répondis-je calmement. Mais les actions ont des conséquences. Tu vas bien financièrement? Je souris. Il pensait probablement que j'étais ruinée, comme Henri le croyait que je serais. Je vais très bien, merci. En fait, je n'ai jamais été aussi prospère. François semblait ne pas comprendre comment c'était possible. Henri disait toujours que qu'il s'occupait de tout. Henri se trompait sur beaucoup de choses, dis-je doucement. Y compris sur mes capacités. En quittant la galerie, Philippe me dit, tu l'as manipulé avec une élégance parfaite. Je n'ai rien manipulé. J'ai juste dit la vérité. C'est exactement ce que je veux dire. Cette rencontre me fit réaliser à quel point les gens avaient une image fausse de moi pendant mon mariage. Ils me voyaient comme Henri me présentait, l'épouse effacée, dépendante,
sans opinion propre. Maintenant, ils découvraient qui j'étais vraiment. Et cela les déstabilisait autant que cela avait déstabilisé Henri. 6 mois plus tard, ma vie s'était transformée complètement. Je n'avais pas seulement survécu au divorce, je prospérais d'une façon que je n'avais jamais imaginée possible. Mon exposition individuelle dans le Marais fut un succès retentissant. Les peintures qu'Henri appelait « passe-temps mignon » se vendirent toutes le soir du vernissage. La critique d'art du Figaro écrivit « Valentine Legrand nous présente une vision mature et puissante de la féminité, où chaque coup de pinceau transmet des décennies d'expériences vécues. » J'étais dans mon atelier, travaillant sur une nouvelle série de peintures, quand mon téléphone sonna. « Maman ?» C'était Amélie. « Bonjour, ma chérie. Tu as vu les nouvelles ? » « Quelles nouvelles ? » ?»« À propos de papa. C'est dans les journaux. » Je sentis un serrement dans la poitrine. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Il a été condamné. Pour fraude fiscale et détournement de fonds. Apparemment, il doit beaucoup plus d'argent que nous l'imaginions. » Je fermai les yeux, sentant un mélange de tristesse et de soulagement. « Comment te sens-tu ? » demanda Amélie. Triste pour lui. Mais pas surprise. Et certainement pas coupable. Nous voulons que tu saches que Lucas et moi sommes fiers de toi. Tu nous as appris qu'il est possible de recommencer à tout âge. Après avoir raccroché, je m'assis sur la terrasse de ma maison, observant le jardin que j'avais entièrement replanté. Des fleurs colorées, des plantes que j'avais choisies, un espace qui reflétait qui j'étais vraiment. Philippe arriva en fin d'après-midi, comme il le faisait tous les jours. « Tu as appris ?» demanda-t-il gentiment. « Oui. Amélie me l'a dit. »« Comment ça va ? » ?»« Bien. Vraiment bien. » Il s'assit à côté de moi, prenant ma main. « Valentine, il y a quelque chose que je veux te demander. »« Quoi ? Tu aimerais voyager avec moi ? Il y a une exposition d'art à Florence que j'aimerais voir avec toi. » Je souris, sentant une joie pure que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. « J'adorerais. Et après Florence, nous pourrions aller en Toscane. Il y a un petit village où ils offrent des cours de peinture. » Philippe l'interrompis-je, en riant. « Tu es en train de planifier de m'enlever pour une aventure artistique ? » Peut-être, dit-il, en souriant. « Tu aimerais être enlevé ? Par toi ? Toujours. » Cette nuit-là, pendant que nous cuisinions ensemble, quelque chose qu'Henri n'avait jamais fait avec moi, Philippe me parla de ses plans de retraite anticipés. « Je veux voyager, connaître de nouveaux endroits, expérimenter des choses différentes. Et je veux faire ça avec toi. Tu es sûr ? J'ai 58 ans, Philippe. Je ne suis plus jeune. » Valentine, m'interrompit-il, se tournant pour me regarder. « Tu es la femme la plus vibrante, intelligente et courageuse que je connaisse. Ton âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu me fais me sentir vivant d'une façon que je ne ressentais pas depuis des années. Tu me fais me sentir précieuse, admis-je. Il y a si longtemps que je ne me sentais pas ainsi. Tu es précieuse. Tu l'as toujours été. » Henri était juste trop aveugle pour voir. 3 mois plus tard, j'étais à Florence avec Philippe, marchant dans les galeries des offices. Nous nous arrêtâmes devant un tableau d'Artemisia Gentileschi, une peintre qui avait affronté la trahison et l'humiliation, mais était devenue une des artistes les plus respectées de son époque. « Elle me rappelle toi, dit Philippe, observant la peinture. « Pourquoi ? Parce qu'elle a transformé sa douleur en article. Elle a transformé sa force en héritage. » Cet après-midi-là, nous reçûmes un appel de Lucas. « Maman, tu dois savoir. Papa a été condamné à 3 ans de prison. Et Chloé, elle le poursuit aussi. Apparemment, il lui avait promis des choses qu'il ne pouvait pas tenir. »« Comment tu gères ça ? » demandai-je. « Bien. Amélie et moi l'avons visité une fois. Il semble plus petit. Plus vieux. Il a demandé de tes nouvelles. Qu'est-ce que vous avez dit ? Nous avons dit que tu étais heureuse. Épanouie.
que tu avais trouvé quelqu'un qui te valorise vraiment. Et comment a-t-il réagi? Il a pleuré, maman. Il a dit que ça avait été la plus grande erreur de sa vie de te perdre. Après l'appel, Philippe et moi marchâmes dans les rues de Florence en silence. Tu ressens de la pitié pour lui? Demanda Philippe. Un peu. Mais principalement je ressens de la pitié pour le temps que j'ai perdu en pensant que je ne méritais pas mieux. Et maintenant? Maintenant je sais que je mérite tout le bien que la vie peut offrir. Et je suis prête à l'accepter. Philippe s'arrêta et me prit dans ses bras au milieu de la place. Valentine, je t'aime. C'étaient les premières paroles d'amour que j'entendais depuis des années qui sonnaient vraies. Moi aussi je t'aime, Philippe. 6 mois plus tard, de retour à Paris, je reçus une lettre de la prison. C'était d'Henri. Valentine, je sais que je ne mérite même pas que tu lises ceci. Mais j'ai besoin de te dire que tu as été la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie, et j'ai été trop idiot pour m'en rendre compte. Tu m'as appris sur la force, sur la dignité, sur la valeur. Je regrette profondément d'avoir mis si longtemps à apprendre ces leçons. J'espère que tu es heureuse. Tu mérites tout le bonheur du monde. Henri. Je montrai la lettre à Philippe. Tu vas répondre, demanda-t-il. Non, dis-je, en déchirant la lettre. Cette partie de ma vie est terminée. Philippe sourit et m'embrassa. Eh bien, alors concentrons-nous sur la partie qui ne fait que commencer. Aujourd'hui, 2 ans après que tout ait commencé, je suis dans mon atelier en préparant ma 3e exposition individuelle. Philippe est à mes côtés, comme toujours, soutenant mes rêves. La femme qu'Henri avait appelée « trop faible pour supporter le divorce » n'a pas seulement supporté, elle a fleuri. La femme qu'il disait qu'il supplierait pour qu'il revienne, n'a jamais regardé en arrière. Et l'homme qui a dit que je ne supporterais pas, a fini par être lui-même celui qui a supplié au portail, sous la pluie, demandant que je le laisse entrer dans la vie qu'il avait perdue. L'ironie est délicieuse. Mais ce qui est encore mieux, c'est la vie que j'ai construite sans lui. Henri avait raison sur une chose, je n'ai vraiment pas supporté le divorce. J'ai prospéré avec. Et c'est la différence entre une femme qui se connaît et un homme qui n'a jamais appris à valoriser ce qu'il avait. Aujourd'hui, à 60 ans, je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. J'ai de l'amour, du respect, du succès professionnel, principalement, je me suis retrouvée. Henri pensait que me briser serait facile. Il a découvert que me sous-estimer avait été la plus grande erreur de sa vie. Et moi? J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour être valorisé. Et il n'est jamais trop tard pour prouver que tu es beaucoup plus forte que quiconque l'imagine. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Et je vis magnifiquement bien. Mes toiles se vendent maintenant dans des galeries prestigieuses de Paris, Londres et New York. Philippe et moi avons acheté une petite maison en Provence où nous passons nos week-ends à peindre ensemble et à explorer les marchés locaux. L'année dernière, j'ai reçu une invitation pour exposer au musée d'Orsay, un honneur que je n'aurais jamais osé rêver quand Henri me disait que mon art était amateur. Mes enfants viennent nous rendre visite régulièrement. Lucas a récemment ouvert son propre cabinet d'architecture, inspiré, dit-il, par ma capacité à reconstruire à partir de rien. Amélie a quitté son travail insatisfaisant pour poursuivre sa passion pour la photographie. Tu nous as montré qu'il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves, m'a-t-elle dit lors de sa dernière visite. Mes parents, maintenant âgés de 87 et 84 ans, sont ravis de voir leur fille finalement heureuse. Nous avons attendu si longtemps que tu réalises ta valeur, m'a dit ma mère lors de notre dernière visite. Même mes anciennes connaissances du cercle social d'Henri me traitent maintenant avec un respect qu'elles ne m'avaient jamais montré. Elle qui me voyait comme la pauvre Valentine, me demande maintenant des conseils sur l'art, les investissements, et même les relations. Il y a quelques semaines, j'ai croisé Chloé dans un café à Montmartre. Elle était seule, l'air fatigué, plus âgée que ses 31 ans. Quand nos yeux se sont croisés, elle a baissé la tête, manifestement embarrassée. Étonnamment, je n'ai ressenti aucune colère.
Juste de la pitié pour une jeune femme qui avait cru au mensonge d'un homme marié. Philippe, qui était avec moi, remarqua l'échange silencieux. « Tu vas lui parler ?» demanda-t-il. « Non, répondis-je. Elle fait partie du passé. Nous regardons vers l'avenir, tu te souviens ? Ce soir-là, sur notre terrasse à Paris, regardant les lumières de la ville scintiller au loin, Philippe me prit dans ses bras. « As-tu des regrets ?» demanda-t-il. « Un seul, répondis-je. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour me libérer. Mais je ne regrette pas une seconde de la façon dont je l'ai fait. Tu penses parfois à ce qui se serait passé si tu étais resté ? Parfois. Mais alors je regarde ma vie maintenant et je réalise que chaque jour de souffrance valait la peine pour arriver ici. Henri avait tort sur beaucoup de choses, mais il avait raison sur une, je n'ai pas supporté le divorce. J'ai triomphé grâce à lui. Vous savez, quand j'entends certaines d'entre vous m'envoyer des messages en disant « Valentine, je n'aurais pas eu le courage », je réponds toujours la même chose, le courage ne vient pas d'un coup. Il naît de la douleur d'être dévalorisé tous les jours. Il grandit dans le silence des nuits où nous pleurons seuls. Il se renforce chaque fois que nous avalons une humiliation de plus. Combien d'entre vous écoutent ceci en pensant « ça pourrait être moi » ? Combien ressentent cette oppression dans la poitrine parce qu'elles reconnaissent leur propre histoire ? Combien se sont déjà regardés dans le miroir en se demandant « est-ce que je mérite ça ?» Quand j'ai commencé ce voyage, j'avais peur. Peur de rester seule, peur de ne pas y arriver, peur de découvrir qu'Henri avait raison sur moi. Mais savez-vous ce que j'ai découvert ? La peur de continuer à être irrespectée était plus grande que la peur de recommencer. J'avais 58 ans quand j'ai finalement dit « ça suffit ». Certains diront que c'était trop tard. D'autres diront que c'était le bon moment. Mais moi je dis une chose, peu importe si vous avez 45, 55, 65 ou 75 ans. Il n'est jamais trop tard pour se valoriser. Aujourd'hui, à 60 ans, je me réveille tous les jours en sachant que je suis aimé, respecté, valorisé. Et vous méritez ça aussi. Tout autant que vous êtes. Racontez-moi dans les commentaires, feriez-vous la même chose ? Ou avez-vous déjà fait quelque chose de similaire ? Avez-vous le courage de partager votre histoire ? Vos mots peuvent être l'élan dont une autre femme a besoin pour changer sa propre vie. Et si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Parce que des histoires comme celle-ci ne peuvent pas rester cachées. Elles doivent être racontées, entendues, partagées. Chaque abonnement, c'est une femme de plus qui peut trouver sa force. À la prochaine histoire. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour être heureuse.